Zéro déchet au boulot. Bienvenue dans le podcast qui vous accompagne vers le zéro déchet au travail. Vous êtes sensible à prendre soin de la planète, œuvrer pour diminuer les déchets à la maison, mais au travail, c'est le désastre. Gâchis de papier, d'emballage, indifférence des collègues, vous vous sentez démuni face à l'ampleur de la tâche. Alors, bonne nouvelle, ce podcast s'adresse à tous ceux qui souhaitent avancer de manière positive et concrète dans une démarche de diminution des déchets en entreprise. À travers ce podcast, vous allez découvrir des exemples inspirants d'individus qui font bouger les lignes au travail, des outils concrets pour réfléchir à la démarche et même partir à la rencontre de structures qui peuvent vous aider. Allez, place au sujet du jour. Bienvenue pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons parler d'un concept cousin de la démarche zéro déchet, les low-tech. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ? Low-tech signifie basse technologie en opposition au high-tech. Cela se traduit par la mise en œuvre de technologies simples, peu onéreuses, accessibles à tous, facilement réparables, tout en faisant appel à des ressources courantes et localement disponibles. Par exemple, la réutilisation d'objets. Le low-tech consiste à répondre à un besoin par des solutions technologiques simples et peu coûteuses, sans perdre en qualité d'utilisation. Alors pour découvrir ce concept, j'ai invité Domiti Gobo et Stéphanie Gaudin, fondatrice de l'association MU, Mouvement d'usage, une jeune association lilloise dédiée au low-tech. Mesdames, bonjour. Bonjour. Alors, une première question toute simple pour vous, Domiti et Stéphanie. Je vous propose de vous présenter l'une et l'autre. C'est à votre tour. Bonjour, je suis Stéphanie, je suis cofondatrice de MU. Et donc, moi, Domiti, pareil, cofondatrice de MU, Mouvement d'usage. Ok. Et quel est votre parcours ? Qu'est-ce qui vous a amené à créer votre association ? Alors en fait, on est parti d'un constat la quête de sens ne touche pas que les jeunes. Nous sommes toujours jeunes, mais un peu moins que ceux qui ont la crise de la 25e, on va dire. Et en fait, on a eu une volonté l'une et l'autre à un moment donné que notre action au quotidien, notre action professionnelle ait un impact qui soit un impact plus réel sur les enjeux auxquels on est en train d'être confronté en ce moment, des enjeux de la sobriété, de la transition écologique, énergétique et autres. Donc voilà, et donc on a profité d'un tournant de nos vies professionnelles pour pouvoir monter ce projet qui, plus d'être un projet associatif, est un véritable projet entrepreneurial. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'envisage. Donc ça, c'est comment on est arrivé là. Et puis pourquoi un projet sur la thématique dont tu parlais des low-tech, mais de manière plus globale sur la sobriété, parce qu'on a déjà nous dans nos modes de vie une manière d'essayer d'appliquer une certaine forme de sobriété sur différents aspects de nos vies. Et on s'est dit qu'on voulait transmettre une possibilité de vivre une sobriété joyeuse et créative. L'injonction à la sobriété qu'on subit tous en ce moment sur la surenchère du qui mieux est parfois compliquée à vivre et parfois décourageante pour certaines personnes. Elle a pu l'être aussi pour nous, et on s'est dit tiens, on va essayer de mettre un côté un peu joyeux et créatif dans l'histoire. Et pour ça, on s'est appuyé sur le principe low-tech qui apporte beaucoup de choses de ce côté-là. Et alors plus précisément, en quoi consistent les actions de l'association MU, Mouvement d'usage ? Alors, il y a deux types d'actions. Il y a une action vers le grand public avec des ateliers de sensibilisation aux sobriétés par l'action qui a vocation à faire de l'éducation populaire, de la réalisation d'ateliers autour de la compréhension et de la réalisation de dispositifs low-tech, par exemple la marmite norvégienne. Et il y a un deuxième volet qui est plus adressé aux entreprises et à l'enseignement supérieur autour du jeu sérieux, de conférences, d'acculturation à la sobriété, mais aussi la réalisation d'ateliers créatifs et joyeux dans le cadre de team building, dans le cadre de semaines qualité de vie au travail, des actions plus ludiques. On en parle de la marmite norvégienne. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre petite histoire en lien avec la marmite norvégienne ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous en faites ? Voilà. Qu'est-ce que c'est pour vous la marmite norvégienne ?
Alors en fait, la marmite norvégienne, c'est une star des low-tech. Les gens qui font des marmites norvégiennes ne savent pas obligatoirement que c'est un objet low-tech, mais les gens qui sont dans le domaine des low-tech savent que la marmite norvégienne fait partie de ce monde-là. La marmite norvégienne, c'est un système qui est vieux comme le monde, qui est un système qui permet de faire ce qu'on appelle de la cuisson passive, donc de la cuisson sans feu ou sans énergie. La marmite norvégienne en tant que telle, généralement, ce sont des caissons très isolés dans lesquels on vient mettre, après avoir monté une casserole ou une cocotte à haute température, on vient mettre l'ustensile de cuisine qui a chauffé avec les aliments à l'intérieur. On ferme cette caisse en bois et puis on laisse la cuisson se faire doucement pendant un certain temps. Le gain est très intéressant sur le plan de l'énergie parce que on coupe le feu. En fait, là où on laisse mijoter parfois un plat pendant 3 heures, en fait, on va le monter en température pendant un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Et le reste du temps, il va poursuivre sa cuisson sans utiliser d'énergie. Ça dure plus longtemps, mais ça permet d'économiser réellement de l'énergie. Et à côté de ça, la marmite norvégienne, elle a d'autres gains aussi. Par exemple, en qualité gustative, on a vraiment les saveurs des aliments parce qu'ils puisent dans leur propre vapeur. Ça a des qualités aussi sur le plan de la nutrition parce que ça conserve un peu mieux certains éléments portant des légumes ou autres plats qu'on peut préparer. Donc ça, c'est le principe de la marmite norvégienne. Et bien entendu, ce n'est pas nous qui l'avons inventé. Comme je le disais, ça existe depuis toujours. Et le brevet de la marmite norvégienne existe depuis les années 30, depuis une exposition universelle. Et nous, on donne toujours dans notre souhait de pouvoir faire quelque chose qui soit le plus accessible possible. Je disais nous, mais en fait, moi, j'ai été confrontée au problème que je ne pouvais pas mettre une marmite norvégienne en bois chez moi. J'habite dans un appartement qui est plein comme une huître, pour être tout à fait honnête. J'ai pas de place du tout dans ma cuisine pour mettre ce genre d'ustensile qui est pourtant très pratique, mais j'avais pas envie d'être privée de cet apport-là. Donc j'aurais pu faire, comme beaucoup de personnes, et c'est ce qu'on explique, une marmite norvégienne avec les moyens du bord, en utilisant une couverture, en emballant ma cocotte et tout ça, ce qui était pas non plus très intéressant pour moi, parce que ça voulait dire d'avoir quand même un carton, un panier à linge qui aurait traîné à droite à gauche, savoir où le mettre, pour pouvoir faire cette marmite norvégienne. La réflexion pour pouvoir créer un système qui puisse être mis partout, en fait, quel que soit le type de logement et la place qu'on peut avoir, c'était de partir sur une marmite norvégienne souple. Il en existe des systèmes qui sont faits généralement à base de laine ou à base de matériaux nobles ou des systèmes avec certains matériaux, mais qui créent des choses qui sont assez compactes et qui prennent quand même encore de la place quand on l'utilise pas. Et on s'est dit, voilà, on va faire un truc low-tech. On a une véritable volonté aussi de faire de la valorisation des déchets. Il y a un vrai souci de valorisation des déchets textiles. On va essayer de trouver dans du textile existant ce qu'on peut utiliser pour faire une marmite norvégienne souple. Et en fait, on a testé et on a créé un prototype et puis après on a créé une petite série que tu connais et on a testé avec certains matériaux qu'on avait à disposition dans des ressourceries, chez Emmaüs ou autres. Et on a créé la Frishti qui est donc une marmite norvégienne souple qui se présente sous la forme d'un grand sac, mais qui a la particularité de s'ouvrir complètement, donc qui peut se mettre à plat et qui est faite à partir de textiles valorisés, tissus dormants, de choses comme ça. Et à l'intérieur, le rembourrage est fait à partir de couvertures de laine. Finalement, ça reste de la laine, mais à plat et plusieurs couches de couverture de laine et une couche de couverture qui n'est pas obligatoirement de laine, la plus éloignée de la chaleur, pour garantir l'inertie, pour que ça puisse fonctionner comme des marmites norvégiennes rigides, avec une performance bien entendu qui n'est pas complètement égalable parce qu'on n'est pas sur les mêmes matériaux, mais qui apporte énormément. Moi, personnellement, j'en ai 2 et je les utilise et je vois vraiment le gain que je peux faire en énergie par rapport à ça. Et l'avantage de ce système qu'on a imaginé, c'est qu'en fait, ça devient très compact. C'est pas plus gros qu'un coussin en fait quand on en a plus besoin. Et donc, ça peut s'utiliser dans n'importe quel cadre, n'importe quel type de logement. Et si je me trompe pas, vous avez lancé une campagne Ulule sur la Frishti qui a juste cartonné. Qu'est-ce que ça a généré chez vous, le fait que vous ayez beaucoup de succès sur cette campagne Ulule? Qu'est-ce que vous a permis de développer comme projet Alors, le succès de la campagne Ulule, il a été vraiment fulgurant. Juste pour donner des chiffres, une campagne de financement participatif, on demande un minimum pour pouvoir lancer quelque chose. Nous, on voulait lancer une petite production de Frishti avec un atelier avec lequel on travaille, qui est en territoire zéro chômeur de longue durée. Ça nous tenait à cœur aussi de travailler avec ce type d'établissement. Et en fait, on attendait une somme de 3 000 €. On espère toujours avoir un peu plus quand on fait une campagne de financement participatif. Mais le succès a été tel que on a triplé en fait l'attente.
vente et on a atteint une somme assez conséquente de 10 000 euros. Donc voilà, et ça nous a donné un signal qui était très positif et surtout les messages que les contributeurs ont pu nous envoyer, même encore aujourd'hui, on en reçoit encore par rapport à ça, sur le fait que ça leur permettait de passer à l'action, qu'ils en avaient entendu parler de la marmite norvégienne, mais ils osaient pas trop et finalement, comme on propose un produit un peu sympa et qui en plus a un vrai côté sociétal et humain derrière, et elle leur a permis de passer à l'action. Donc aujourd'hui, ça nous pose plein de réflexions sur la suite parce que il y a une attente aussi. On a des gens qui n'ont pas pu parce que comme on fonctionne en production raisonnée et raisonnable, on a arrêté les contributions. Donc on a arrêté notre campagne 15 jours avant la fin de la campagne. On aurait pu continuer et on en aurait vendu beaucoup plus, mais c'était pas notre but. Notre but, c'était de pouvoir être en capacité déjà de produire ces éléments-là et de réfléchir sur la suite. Et donc aujourd'hui, la production est en train de commencer dans l'atelier. Donc les contributeurs vont bientôt commencer à recevoir leur frichti. Et là, on est sur une réflexion à se dire, est-ce que on développe une activité autour de la frichti et comment on la fait, comment on va travailler peut-être certaines matières valorisées ou à valoriser différentes ou complémentaires de celles qu'on peut avoir. Donc voilà, donc ça nous met dans un autre objectif et puis ça nous permet quand même de réfléchir aussi un peu à la pérennisation. Tout à l'heure je parlais d'entrepreneuriat, ça fait partie aussi de ces éléments-là, donc ça nous permet de réfléchir à la pérennisation de l'asso. Et puis voilà, et puis ça nous permet d'envisager si ça pérennise l'asso, d'envisager d'autres activités autour de la sobriété et de ce qu'on essaie de porter comme message. Chouette. Rendez-vous dans 5 ans. Si on parle plus spécifiquement du low-tech, donc qui est votre cheval de bataille, est-ce que vous pouvez nous en expliquer votre définition? Comment vous pourrez expliquer, comme à un enfant par exemple, la définition du low-tech? Qu'est-ce que c'est exactement? En fait, on peut l'expliquer de manière très simple. Déjà en disant qu'il y a plein de gens qui font des low-tech mais qui savent pas que ce sont des low-tech, parce que les low-tech déjà à la base, c'est le bon sens. Et puis l'autre chose, c'est que les low-tech, c'est répondre à un besoin. J'ai besoin de quelque chose, au-delà de l'envie, j'ai un besoin identifié. Par exemple, j'ai besoin de faire des économies d'énergie. Je vais filer la métaphore de la marmite norvégienne. J'ai besoin de faire des économies d'énergie. Un des postes sur lesquels je peux réduire ma consommation d'énergie, c'est la cuisine, par exemple. Utiliser moins de gaz, moins d'électricité. Et donc, les low-tech arrivent avec une solution qui est simple, facilement reproductible, c'est-à-dire que soit tout seul, soit avec un peu d'aide, la personne peut le fabriquer, et puis qui est documenté aussi, parce que c'est une communauté, les low-tech. Et puis derrière, le besoin va avoir une réponse qui va faire que je vais être plus sobre dans ma manière de vivre, de consommer, et d'avoir une réponse qui va être la plus directe possible. Et l'accessibilité, le fait que le plus grand nombre puisse accéder à ces solutions, fait vraiment partie du cœur des low-tech. Et puis, il y a une autre chose, c'est que ça doit être durable. C'est-à-dire que si on crée un objet low-tech pour qu'il soit jeté 15 jours après parce qu'on n'en a plus besoin, ça n'a aucun intérêt. L'idée, c'est vraiment de se dire, j'ai quelque chose qui va, dans la durée, pouvoir être utilisé. Alors, pas obligatoirement, on n'a pas trouvé les choses sans fin, ça n'existe pas, tout a une usure, mais sauf qu'un objet low-tech, il doit pouvoir être facilement réparable, par exemple. Ou je dois pouvoir facilement expliquer à quelqu'un qui est intéressé par ce principe-là, de dire, tiens, moi, j'aimerais bien faire la même chose. Attends, je peux te montrer, ou je peux t'expliquer, ou je peux t'aiguiller facilement vers quelqu'un qui va t'aider à le faire. Et puis, les low-tech, c'est aussi, au-delà du côté objet, parce qu'on parle beaucoup d'objets depuis tout à l'heure, mais c'est aussi une philosophie de vie. Tu parlais de la démarche zéro déchet. La première fois qu'on en a discuté ensemble, tu disais, c'est très proche de cette démarche-là, et c'est vrai. Que ce soit la démarche zéro déchet ou que ce soit la démarche low-tech, en fait, c'est un mode de vie, c'est un mode de consommation. Ça ne veut pas dire qu'on rejette les technologies. Il y a des gens qui ont tendance à mettre low-tech et décroissance de manière collée, très négative. On va revenir à l'âge de pierre. Ou des Amish, comme dirait l'autre. C'est pas du tout ça. C'est simplement se poser les questions à un moment donné, se dire, cette chose-là, j'en ai besoin. Je fais un arbre de décision. Est-ce que je l'achète? Est-ce que je peux le fabriquer? Est-ce que je peux le faire avec quelqu'un? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Alors, bien entendu, on va reprendre un gros poil. On va d'abord se poser la question de savoir si on en a vraiment besoin, puis après ça, on va regarder les étapes. Et donc, voilà. Et donc, c'est quelque chose qui accompagne le mode de vie. Le fait de choisir des choses qui peuvent être réparables, le fait d'utiliser une mobilité douce. En fait, le fait de se dire que l'impact qu'on peut avoir, il peut être réduit, mais par un mode de vie. Et la démarche zéro déchet prône les mêmes choses. Il y a beaucoup de choses qui se ressemblent et qui se rassemblent. Donc, en fait, les low-tech, c'est des objets, mais c'est aussi un mode de fonctionnement, un mode de consommation, en fait, raisonné, ou un mode de vie, en fait, qui essaie d'être le plus sobre possible. Alors, je ne sais pas si un enfant comprendrait cette explication. Et si on revient sur des exemples
d'objets qu'on peut retrouver qui sont un peu phares sur les low-tech. Alors, on a parlé de la marmite norvégienne. Est-ce qu'il y en aurait d'autres d'objets phares? Ah, oui, je sais. Je vous laisse la main. Alors, on peut parler des toilettes sèches. Parlons-en. Qui sont un autre produit low-tech qui permettent de ne pas utiliser d'eau potable au sein des toilettes, qui est basé sur la sciure et le recyclage et une recyclabilité possible des déjections, parce qu'il y a un traitement derrière qui doit être fait. Donc ça, c'est l'exemple le plus facile. Après, on parle aussi du vélo quelque part, parce qu'il est low-tech, c'est un mode de voyage qui permet d'utiliser que de l'énergie humaine. On parlera pas de la construction du vélo, on va parler juste de son emploi. On peut aller aussi sur le café, sur les cafetières qui font pas bip bip et qui n'ont pas plein de boutons qui clignotent, en prenant la cafetière la plus simple, la cafetière familiale, la cafetière à piston, qui sont plutôt low-tech. Donc ça, c'est quelques exemples complémentaires qui sont assez connus par le grand public et déjà visités par pas mal de gens. Et puis après, il y a dans les objets low-tech, si on va repartir vraiment sur les objets technologiques, on commence à entendre de plus en plus parler des fours solaires, par exemple, alors qu'ils sont pas adaptés partout. Mais il y a un exemple très marquant d'une utilisation d'un four solaire par un boulanger normand. Donc, parce que j'entends les voix dire oui, mais ça doit être un boulanger du Sud. Et ben non, pas du tout. Il est en Normandie et il arrive à faire des dizaines de kilos de pain et cuire le pain. Alors, il a un énorme four solaire et il fait cuire son pain comme ça. C'est son mode de fonctionnement. Donc, en fait, il fait du pain qui n'a pas d'impact. En fait, il n'utilise pas de bois, il n'utilise pas d'électricité pour le faire cuire. Quand il fait cuire ça, mais d'une manière ou d'une autre, quand il n'y a pas de soleil et s'il utilise un autre système, sa consommation globale est diminuée de manière très forte. Il y a des choses qui sont, après, il y a des choses qui sont très particulières et qui sont pas obligatoirement adaptables partout. Mais par exemple, les personnes qui vivent dans le sud peuvent faire ce qu'on appelle des frigos du désert. Alors, je dis dans le sud ou dans des zones qui sont des zones plutôt chaudes parce que ça fonctionne par un principe d'évaporation. Mais pareil, ça, c'est des choses qu'on retrouve. Un frigo du désert, le nom dit un peu d'où ça vient. C'est des choses qui existent depuis la nuit des temps, mais qu'on se réapproprie aujourd'hui en se disant, ben voilà. Et puis, de manière beaucoup plus simple, un garde-manger. Aujourd'hui, on met tout au frigo. Et on a tous des énormes frigos. Ça vient de la fin de la guerre et de l'américanisation, on va dire, de la société plus grand possible parce qu'on prouve qu'on a beaucoup de choses et on met des choses et c'est comme ça qu'on fait du gâchis. Enfin, je pense que dans la démarche zéro déchet, c'est des choses que vous vivez au quotidien. Et en fait, plus le frigo est grand, plus on le remplit. Et en plus, on remplit de trucs qui n'ont pas à aller au frigo. On s'est tous dit, je pense, à un moment donné, j'achète des œufs, ils sont dans les rayons normaux du supermarché ou même du marché, et je rentre chez moi et j'ai un petit truc pour mettre les œufs dans mon frigo. En fait, ils ont été stockés pendant des semaines, pas au frais. Et en fait, il y a des choses comme ça, les fruits, les légumes. Il y a pas mal de personnes qui passent à ce mode-là, c'est-à-dire dire, je vais avoir un garde-manger à l'ancienne, donc un système avec un grillage qui va être dans un endroit un petit peu tempéré, le plus frais possible chez moi, dans lequel je vais mettre toutes ces choses, donc le fromage, les fruits, les légumes, toutes ces choses qui n'ont pas besoin d'être au frigo. Je vais les mettre là, et au lieu d'avoir ces énormes frigos qui prennent beaucoup de place et énormément d'énergie, c'est l'un des premiers points de consommation énergétique dans un appartement, je vais avoir un petit frigo dans lequel je vais mettre juste le minimum. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a quand même besoin encore de ces choses modernes, parce que maintenant, l'alimentation ayant changé, les choses comme ça, on a besoin encore d'avoir un petit frigo. Même le Low-Tech Lab, dont on parlera peut-être après, qui a fait une expérimentation dans une tiny house low-tech, a essayé de faire que du garde-manger, manque de bol, il a fait canicule cette année-là, et donc ils ont été obligés quand même de garder une petite cellule de réfrigération pour certaines choses, ne serait-ce que les restes. Les restes cuisinés se conservent moins bien, donc pour pas les jeter, voilà. Mais ils ont réduit à peau de chagrin en fait la taille de leur frigo, parce que à côté le garde-manger, des choses comme ça. Donc en fait il y a plein d'exemples et qui sont parfois transposables aussi en appartement, mais pas tous. Et ça, c'est aussi une chose sur laquelle on essaie d'avancer et de proposer des choses qu'on puisse mettre un peu partout. Mais justement, comment les low-tech se déploient en France? Qu'est-ce qui existe comme initiative? Et si des gens écoutent le podcast d'un peu partout en France, vers quel type de structure peuvent-ils se retourner? Alors, les low-tech ont été mises aux yeux des grands publics avec Nomades des mers. Une diffusion a été faite de cette expérience sur Arte il y a quelques années en arrière, où on avait Corentin du Low-Tech Lab de Concarneau qui diffusait les low-tech en faisant un long voyage en catamaran, je crois, à travers le monde pour justement récupérer les expérimentations low-tech partout au cours de son voyage. Et le Low-Tech Lab, en fait, a des émulations un peu partout en France, de petits Low-Tech Labs qui permettent de rentrer en contact avec les publics. Et d'ailleurs, sur le site du Low-Tech Lab, pour rester sur le Low-Tech Lab, il y a pas mal de guides et de tutos pour justement produire des objets low-tech
et avec tout le détail de ce qu'il faut comme matériel et de comment le faire le plus simplement possible. Après, il y a des choses qui sont plus ou moins complexes suivant le degré de maturité de chacun. Tout le monde n'est pas ingénieur pour produire des fours solaires, etc. Après, petit à petit, il y a des dynamiques locales qui sont en train de se construire en plus, en région, dans différentes régions. Donc, c'est en train de tout doucement s'essaimer tranquillement. Dont le vôtre en métropole lilloise, finalement. Oui, alors c'est ce que j'allais dire en complément de tout ce que vient de dire Stéphanie. En fait, il y a aussi ce que je disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'associations, même des entreprises, qui sont dans les low-tech et qui font des choses qui répondent à la philosophie low-tech, mais qui le font depuis X années et qui derrière ne mettent pas ce mot. Alors soit parce qu'ils pensent pas, ils n'ont pas fait le lien en fait entre ce qu'ils proposent et la philosophie low-tech, ou et ça on s'en rend compte, on parle beaucoup de low-tech depuis tout à l'heure, mais on se rend compte nous qu'on utilise de moins en moins le mot face au grand public parce que parfois et déjà c'est de l'anglais. Et il y a l'opposition low-tech high-tech parfois qui est pas obligatoirement bien comprise et qui peut desservir en fait la cause. Et donc il y a des associations. Alors je vais citer une association que tu connais bien et qui est tout près de chez nous à LM, qui s'appelle LM Zéro Déchet. Et à LM Zéro Déchet, ils font des low-tech. Ils font des sensibilisations au compostage, ils font de la sensibilisation à la perma, ils font des marmites norvégiennes. En fait, ils sont complètement dans la démarche low-tech, mais ils n'ont pas pris le pli d'obligatoirement communiquer comme ça en utilisant ça. Donc en fait, il y a plein d'initiatives. Les personnes qui cousent, tous les cafés couture qui sont en train de fleurir, les ateliers de couture pour les particuliers, ça rentre dans une démarche low-tech. Donc voilà. Donc on n'est pas en train de dire que tout est low-tech, mais il y a beaucoup de choses qui sont dans ce monde-là et qui sont pas identifiées comme telles, mais dès qu'on parle de choses pratiques, faciles à faire ou accompagnées, on est dans cette démarche-là. Alors, ce podcast s'adresse plutôt à ceux qui sont sensibles à la diminution des déchets dans la sphère professionnelle. Est-ce que vous pensez que les low-tech ont leur place dans le monde du travail? Et si oui, de quelle façon? Alors, si par exemple on prend low-tech et alimentation, par exemple, comment ça pourrait se mettre en place dans la sphère pro? En fait, les low-tech peuvent se mettre en place de différentes manières et avec différents niveaux d'application. La démarche low-tech, par exemple, intègre le fait de faire ensemble. On fait pas des choses tout seul dans son coin et donc on apprend avec les autres et tout ça. Et les espaces de convivialité, alors le mot convivialité est un mot qui est très important dans les low-tech mais qui n'a pas obligatoirement le sens courant du terme. Alors, je le dis parce que s'il y a des spécialistes de low-tech qui m'écoutent, ils vont dire que je dis des bêtises. Donc je ne parle pas de la convivialité d'Illich, ça c'est pour les spécialistes, ils comprendront. Je parle vraiment de la convivialité de l'espace de faire ensemble. Ce principe de mettre des espaces, il y a des entreprises maintenant qui sont en train de développer des espaces où les personnes peuvent cuisiner le midi plutôt que d'aller ouvrir une boîte mis au micro-ondes. On peut très bien, l'histoire du garde-manger dont on parlait tout à l'heure, on peut très bien ne pas avoir de frigo. Généralement, le frigo, il sert pour les bouteilles de champagne et les bouteilles pour les pots. Alors oui, quand il y a pot, on peut utiliser un système pour refroidir les bouteilles, mais tout le monde vient généralement avec son petit picotin dans un truc avec un isotherme et un pain de glace. Donc finalement, on n'est pas obligé de mettre ce genre de choses, mais on pourrait très bien avoir un garde-manger et pourquoi pas, je sais pas, l'entreprise souscrire moi j'ai eu la chance d'être dans une entreprise qui faisait ça à un moment, souscrire un contrat avec une AMAP ou une personne qui livre des fruits, des légumes, des boissons consignées, enfin peu importe, et mettre à disposition ces choses-là dans le garde-manger, par exemple, pour les salariés. Donc plutôt que d'aller manger une barre chocolatée abominable à la pause, on a une pomme à disposition ou une orange quand c'est la saison. Donc ça, c'est par exemple des choses qui peuvent être faites de manière, on va dire, assez simple. Après, il y a des choses basiques et on a l'impression que c'est fait partout, mais s'assurer que le tri des déchets soit fait, parce que gérer les déchets, et s'assurer que les déchets sont récupérés par des personnes qui vont en faire quelque chose et pas juste mis dans une autre poubelle tous ensemble. Je pense quelques défauts, des fumeuses par exemple. Il y a des boîtes qui s'appellent Ciao Mégots par exemple qui récupèrent les mégots et qui en font une démarche. Alors c'est pas qu'ils sont low-tech, mais en tout cas le fait de réutiliser cette matière-là, de la récupérer, leurs récupérateurs sont très low-tech. Pour le coup, c'est des boîtes avec des petits trous pour mettre les mégots. Le fait de se dire tiens, je vais aller faire quelque chose qui va pouvoir derrière être plus responsable dans la gestion de la chaîne des déchets et de la valorisation pour créer les matières qui peuvent être exploitées, ça peut être dans la démarche low-tech. Donc sur des aspects comme ça qui sont de la vie quotidienne dans l'entreprise. Et puis après, il y a aussi des choses toutes simples. Régulièrement, des petits ateliers de cuisine, des ateliers sur comment utiliser, je sais pas moi, les fans de radis pour faire du pesto, qui est très très bon d'ailleurs, ou faire des temps qui sont tournés vers le faire ensemble. C'est tout à fait envisageable. Donc sur l'alimentation, il y a pas mal de choses. Les mégots, c'était pas pour l'alimentation,
Et sur le matériel informatique, les low-tech ont leur place? Alors, sur le matériel informatique et sur le monde IT en général, oui, les low-tech ont leur place. Déjà, revenir au bon sens, se poser la question de savoir de quoi on a besoin pour que l'entreprise fonctionne et de prendre des dispositifs qui sont adaptés aux besoins plutôt qu'à l'envie ou à ce que l'autre a fait le voisin. J'en parle en connaissance de cause. J'ai vécu ça dans une entreprise dans laquelle je suis passée où on a acheté un type d'ordinateur parce que l'autre, il avait les mêmes ordinateurs et ça a réduit l'efficacité des gens. Mais en même temps, ça a coûté extrêmement cher, mais c'était une envie et pas un besoin. Donc il y a ça. Et une fois qu'on a identifié réellement ce besoin en flotte, c'est ce qui est fait en Green IT, hein, on définit le besoin en flotte informatique, et ben on peut se tourner vers des sociétés qui font de la seconde main sur le matériel informatique, seconde main garantie, des choses comme ça. Et puis aussi prendre en compte la réparabilité des équipements qu'on va aller acheter. Si c'est pour acheter un équipement qu'on va confier mais qui sera pas réparable, alors oui, il va rentrer dans le plan d'amortissement, toutes ces choses-là, ok. Mais malgré tout, le fait que ce soit réparable, ça peut faire durer. Et donc voilà, parce que la réparabilité, tout ce qui est Repair Café fait partie pleinement du principe des low-tech. Et d'ailleurs, il y a une proposition, alors je sais pas où ça en est, mais où maintenant tout le matériel informatique électroménager doit indiquer son indice de réparabilité. Donc ça permet effectivement d'être éclairé sur est-ce que l'objet est facilement réparable ou pas. Et c'est aussi pour lutter contre l'obsolescence programmée. Donc je pense que tout ça va dans le bon sens. Tout à fait. Alors l'objet de ce podcast, c'est aussi de parler de la diminution des déchets dans la sphère professionnelle. En quoi les low-tech ont-elles un impact sur la quantité de déchets? Alors l'impact, il va être sur plusieurs niveaux. On disait tout à l'heure que les low-tech, c'est une philosophie, c'est un mode de vie. Et quand on s'arrête et qu'on réfléchit sur ce dont on a besoin, si on n'utilise que ce dont on a besoin, de fait, on génère moins de déchets. Ça, c'est mathématique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi... Ça peut être une réflexion, en fait. Et là, c'est pas obligatoirement que des low-tech. On va plutôt adresser de la sobriété dans son mode de fonctionnement. Mais il y a des petits trucs sur simplement réfléchir à les déchets. Ils peuvent être numériques, par exemple. Bon, le fait de vider sa boîte mail, ça paraît idiot. Hein. C'est pas des low-tech. C'est un mode de sobriété. Ça, c'est des choses qui peuvent fonctionner. Mais sur la réduction des déchets, il y a aussi un autre élément, c'est que si on met à disposition un espace pour cuisiner, par exemple, les personnes, si elles ont 3 carottes et 2 choux-fleurs, enfin, je veux dire pas pour faire la grande cuisine, mais des choses comme ça, on va se retrouver avec des déchets qui vont être des déchets organiques. Les déchets organiques, ils peuvent être compostés. Il y a des entreprises où ils prennent des poules, par exemple, ils ont un petit poulailler et les déchets, ils partent aux poules. Et ça, il y en a, on commence à en voir de plus en plus, et des entreprises qui essaient, alors c'est généralement des grandes entreprises, mais qui essaient d'avoir comme ça une approche. Et en fait, le fait d'avoir un poulailler, ça a plein d'usages. Les poules, ça mange tout, ça donne des œufs. Derrière, ce qui est pas mangé par les poules, ça devient du compost. Et donc, en fait, dans tout ça, on peut avoir un espèce de cercle vertueux, en fait. Là, je suis sur le déchet alimentaire, mais dans le travail au quotidien, c'est aussi la réflexion simplement sur le besoin, en fait. Est-ce que j'ai besoin d'avoir des post-it de toutes les couleurs? Est-ce que j'en ai envie? Est-ce que j'ai besoin d'avoir 150 stylos? En fait, c'est ça, la réflexion, elle va être là-dessus. Et donc, il y a sûrement d'autres exemples, qui ne viennent pas tout de suite en tête, là, mais La mutualisation de moyens aussi, par exemple, on peut très bien imaginer en entreprise d'avoir une bibliothèque partagée mise à disposition de tous les collaborateurs. J'ai lu le livre, est-ce besoin de le stocker ou puis-je le prêter à un tiers qui serait dans ma structure et je le mets à disposition dans la bibliothèque mutualisée. Donc la mutualisation de moyens, c'est aussi quelque chose qui peut permettre de consommer moins, consommer différemment et consommer utile en fait. Alors, vous proposez des sensibilisations par le faire, dont vous parliez tout à l'heure, notamment accompagner les collaborateurs vers plus de sobriété. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste ? Alors, on est sur des niveaux qui vont être aussi bien de la sensibilisation. Alors, on a développé des petites approches sur la sensibilisation au principe de low-tech et pouvoir parler de la sobriété à travers ça. Donc, qui sont des temps soit ludiques, créer des espèces de jeux, mais sérieux, bien sûr, autour de ça, ou des temps qui sont plus des temps un petit peu de conférences. Et puis, donc là, on est plutôt dans la sensibilisation. Donc, on n'est pas sur de la mise en action, mais on est sur de la mise en route, en fait, par rapport au sujet. Et derrière, on propose aussi de poursuivre, en fait, l'effort par la mise en place. Alors, Stéphanie parlait, par exemple, de ces éléments de mutualisation, mise en place d'une objectothèque à l'intérieur d'une entreprise ou d'une matériothèque quand il y a. Et on ne sait jamais quels sont les talents qui se cachent dans l'entreprise. Il peut y avoir des gens qui font des choses magnifiques et qui seraient ravis de récupérer le tissu que vous n'avez pas utilisé, jusqu'à pouvoir proposer des espèces de diagnostics de sobriété, en fait, sur des choses qui vont du petit geste
à des choses beaucoup plus poussées, avec différents niveaux qui soient des choses que je peux faire directement de manière simple. Un exemple, on parlait des toilettes tout à l'heure. Avant qu'on arrive à mettre des toilettes sèches partout, on va devoir trouver un autre système. Simplement rappeler que quand on appuie sur le gros bouton ou le petit bouton, c'est pas le même volume d'eau qui est utilisé. Ça paraît idiot, mais c'est juste rappeler ce genre de choses. Donc là, on est vraiment dans le niveau 1, mais ces petites affichettes, remplacer certaines serviettes en papier par des serviettes qui peuvent être lavées. Alors après, c'est des roulements dans l'entreprise, mais comme on le fait parfois pour le café, par exemple, il y a des gens qui mettent au pot le café, voilà. Et puis, donc ça, c'est le niveau de base. Et puis toujours sur cette thématique-là, on peut avancer et réfléchir avec l'entreprise sur le fait de se dire est-ce que à un moment donné, le système d'eau qui est utilisé pour pouvoir faire actionner les chasses d'eau, est-ce qu'il pourrait être autre que celui d'utiliser de l'eau potable? Donc nous, on va pas installer des choses, mais on peut accompagner l'entreprise à réfléchir sur ces éléments-là et les amener à les aiguiller vers des professionnels qui sauraient faire. Et puis cette chose-là peut s'appliquer tout à fait aux particuliers. L'idée, c'est d'analyser son environnement, où est-ce que je vis. Alors, c'est pas obligatoirement dans chaque pièce, mais dans chaque espace, avec sa destination, là où je dors, là où je mange, là où je me lave, voilà. Quelles sont les choses que je peux faire pour être plus sobre. Alors, le but du jeu, c'est pas de cocher toutes les cases et avoir toutes les croix dans tous les trucs, mais l'idée, c'est de commencer à se dire, tiens, sur ça, dans telle pièce, je peux peut-être faire ça, et pour telle destination. Et puis, pareil, à se dire, il y a le niveau 1, je bidouille, je fais un petit truc moi-même. On parlait de la marmite norvégienne tout à l'heure, une couverture sur la cocotte, ça marche très bien. Ou je fabrique et je fais moi-même, donc je fabrique quelque chose, un objet, soit tout seul, soit avec un tuto, soit avec en atelier. Donc là, nous, pareil, on peut aiguiller ou même parfois accompagner les ateliers. Ou alors j'achète parce que j'ai pas le temps, parce que j'ai l'impression que je sais rien faire et machin, ou parce que c'est quelque chose qui doit être fait par un professionnel, un plombier ou des choses comme ça. Et donc voilà. Donc en fait, on essaie de développer un peu cette manière de se projeter en fait dans un lieu dans lequel on est, où on travaille, où on vit, et imaginer par poste les différentes choses qu'on peut faire. Très bien. Alors, vous êtes une jeune association. Comment pouvons-nous vous aider? Avez-vous besoin de bénévoles, d'aide matérielle, de compétences ou même autre chose? C'est le moment de faire votre liste au Père Noël. Alors, en fait, oui, on est une jeune asso qui se pose plein de questions en ce moment, justement, du fait de cette belle réussite de la Frichti. On peut toujours avoir besoin de couverture de laine, on n'en a jamais trop. Donc voilà, les vieilles couvertures qui grattent, celles qui étaient chez vos grands-mères ou tatis ou parents dans les années 80 et qui aujourd'hui disparaissent, sont jetées parce que ça gratte et que on préfère les couettes. Nous, on est toujours intéressés. Donc si jamais vous en avez, vous n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. On essaiera de se débrouiller pour venir les récupérer parce que c'est ce qu'on utilise en partie pour faire les frichtis. Donc ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que comme on est en train de réfléchir à la suite et à la manière dont on va évoluer, la manière dont l'asso va se positionner. Oui, on est en recherche de bénévoles qui voudraient soit venir nous aider à organiser des ateliers, alors qui sont des ateliers soit des ateliers créatifs, soit des ateliers plus de sensibilisation, ou des bénévoles qui pourraient avoir envie de nous aider aussi sur des aspects plus structurants de l'association. Aujourd'hui, avec toutes les activités qu'on a fait, on a très peu d'adhérents, on a très peu de bénévoles. On a eu vraiment le temps de se pencher sur la question, donc on profite. Merci Sophie de nous donner cette tribune pour le faire. Et puis, on espère pouvoir ouvrir une offre de stage ou un service civique dans les mois qui arrivent. Et on est en train de réfléchir à voir si on est en capacité de faire peut-être du mécénat de compétences parce que, en fait, on a énormément à apprendre des personnes qui arrivent en fin parfois de carrière et qui s'essoufflent un peu et qui ont fait tellement de choses et machin. Et nous, on serait ravis de pouvoir travailler avec des profils comme ça. Donc voilà. Donc oui, si vous avez du temps et que vous voulez le partager avec nous, on sera ravis. Et pour clôturer, est-ce que vous avez des projets à venir dans votre structure, des actus dont vous avez envie de parler? Alors, dans les prochaines actus, on va participer à un événement qui s'appelle Et demain, qui aura lieu à Lille fin mai, qui justement aura pour sujet les low-tech. Et on va collaborer à la projection du film low-tech, pareil, à la même période, fin mai. D'accord. Ça, et puis il y a un super lieu qui est à Aubourdin qui s'appelle l'Essai à Notes, qui est un tiers-lieu dans une résidence adaptée pour personnes handicapées, les papillons blancs. Et on va participer à une journée autour justement des gestes, donc avec d'autres acteurs du coin. On va essayer de proposer une journée assez ludique et sympathique pour parler de tout ça et faire un peu de sensibilisation, mais
joyeuse et créative. Super. Je mettrai en descriptif du podcast tous les relais où on peut trouver vos actus, liens sur vos messageries LinkedIn, etc. pour pouvoir vous contacter, soit pour la couverture à vous donner, soit pour effectivement prendre contact avec vous s'il y a des gens qui sont intéressés pour vous donner un petit coup de main dans le cadre de l'association. Voilà, en tout cas, un immense merci Dominique Gobo et Stéphanie Gaudin pour cet échange très enrichissant à la découverte des low-tech. Et je souhaite longue vie à votre association et plein de beaux projets à déployer tout au long de ces prochaines années en tout cas. Donc un immense merci. Merci beaucoup Sophie. Au plaisir. Merci pour votre écoute. Retrouvez un nouvel épisode chaque mardi dès 7h du matin. Et si vous voulez suivre les publications du podcast Zéro déchet au boulot, inscrivez-vous à la newsletter et vous recevrez dans votre boîte mail l'accès à chaque nouvel épisode. Vous retrouverez le lien dans le descriptif. Je suis Sophie Free. Dans la vie, je travaille pour sensibiliser au développement durable et je parle notamment du zéro déchet. Pour cela, je propose des ateliers, des conférences, des formations professionnalisantes, un blog, Sophie au naturel, et je suis aussi auteure de livres sur le sujet. Retrouvez toutes mes informations sur le site sophie-o-naturel.fr. Au plaisir!